Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se lancer dans un voyage un peu spécial. Un voyage à travers les moments clés qui ont vraiment façonné la France qu'on connaît. Des toutes premières lueurs de la civilisation jusqu'à sa place dans le monde actuel. C'est l'histoire, en fait, d'une nation qui n'a jamais cessé de se transformer. Voilà la question qui va nous guider. Comment est-ce que des grottes préhistoriques, des conquêtes, des révolutions, comment tout ça peut tisser le récit d'un seul et même pays? L'échelle de temps est juste vertigineuse. Alors par où on commence? Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour se repérer un peu dans ce récit immense, voici 4 grandes balises. Tout commence avec l'art des cavernes, il y a presque 20 000 ans. Puis on fait un bond énorme en avant, jusqu'à l'Empire romain, qui a complètement modelé le territoire. Ensuite, bien sûr, la rupture, la vraie, celle de la Révolution en 1789. Et enfin, la France d'aujourd'hui, au cœur de l'Europe. Cette petite frise, ça nous donne une bonne idée de l'ampleur du chemin parcouru. Allez, on commence par le tout début. Notre première partie, elle s'intéresse aux fondations, à la manière dont les premiers peuples et les premiers rois ont posé les bases de ce qui allait devenir la France. Imaginez un peu, on est il y a 20 000 ans. Bien avant les rois, les frontières, même avant la langue française, il y avait ça, de l'art. Les peintures de Lascaux, c'est beaucoup plus que de jolies images. Ce sont les tout premiers récits, la première trace d'une culture sur ce territoire. C'est le vrai point de départ de notre histoire. Des milliers d'années plus tard, un événement majeur vient tout changer. La conquête de la Gaule par les Romains. Mais l'impact le plus profond, ce n'est pas le côté militaire. C'est l'héritage culturel qui va s'ancrer pour de bon. Le latin, qui va donner naissance au français, les routes, les villes, et surtout le droit romain. Tout ça va structurer la région pour des siècles et des siècles. On avance jusqu'au 5e siècle. Et là, on rencontre Clovis. Son importance, elle est double. D'abord, il unifie les tribus franques par la force et il crée une entité politique bien plus grande. Ensuite, et c'est crucial, il se convertit au christianisme. Cette décision, elle va lier le pouvoir royal à l'Église pendant plus de 1000 ans et elle va ancrer une identité religieuse au cœur même du royaume. On passe maintenant à l'ère de la monarchie. C'est une période où le pouvoir se consolide, mais c'est aussi une période de division profonde et surtout de l'émergence d'idées. D'idées qui allaient absolument tout changer. Au XVIe siècle, la France se déchire littéralement. Les guerres de religion entre catholiques et protestants, c'est une véritable guerre civile qui menace de faire imploser le royaume. La solution, elle viendra d'Henri IV. Avec l'édit de Nantes, il ne choisit pas un camp contre l'autre. Il impose la coexistence. C'est un acte politique d'un pragmatisme incroyable qui place l'unité du royaume au-dessus des dogmes religieux. Et cette idée d'une autorité royale très forte capable de calmer le jeu, elle atteint son apogée absolu avec son petit-fils Louis XIV, le fameux roi Soleil. Le concept de monarchie absolue, c'est lui. Tout le pouvoir vient du roi et tout revient vers lui, à Versailles. Il devient le centre de la France, il met au pas la noblesse et il incarne l'État à lui tout seul. Mais pendant que la monarchie brille de tous ses feux à Versailles, des idées nouvelles circulent, un peu sous le manteau. Voltaire, Rousseau, Diderot, ces penseurs qu'on appelle les Lumières, ils posent des questions fondamentales. Pourquoi le roi a-t-il tous les pouvoirs et le peuple? Il n'a pas son mot à dire? Ces idées, c'est un peu comme des graines plantées dans les esprits, qui vont germer de façon spectaculaire. Et inévitablement, ces graines finissent par germer. On est maintenant au seuil de la Révolution française. Un tournant radical, pas seulement pour la France, mais pour le monde entier, où les idées des Lumières vont se confronter à la dure réalité du pouvoir. À partir de 1789, tout s'accélère. Le 14 juillet, la prise de la Bastille, ce n'est pas juste une émeute, c'est un symbole du pouvoir royal qui s'effondre. À peine un mois plus tard, un texte fondateur, la Déclaration des droits de l'homme, proclame des principes universels. La dynamique est lancée, on ne peut plus l'arrêter. En 1792, la rupture est consommée. La monarchie est abolie, la Première République est née. En seulement 3 ans, un monde a complètement basculé. On s'arrête juste une seconde sur cette phrase. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est le cœur du réacteur de la Révolution. L'idée que la légitimité ne vient plus de Dieu ou de la naissance, mais de l'individu lui-même, c'est absolument radical pour l'époque. Ce texte va inspirer les démocraties du monde entier. Après le chaos de la Révolution, émerge une figure, disons, complexe, Napoléon Bonaparte. Un génie militaire, c'est sûr, il conquiert une bonne partie de l'Europe, mais son héritage le plus durable, ce n'est peut-être pas ses victoires. C'est le Code civil qui unifie et modernise le droit français et qui reste, dans ses grands principes, la base de notre droit actuel. Le 19e et le 20e siècle, ce sont des périodes de très grande instabilité. La France cherche à construire une république qui tienne la route, tout en étant secouée par des guerres qui vont redessiner la carte de l'Europe et du monde. Cette chronologie nous montre une nation pleine de contradictions.
D'un côté, on a des avancées sociales majeures, l'abolition définitive de l'esclavage, l'école gratuite et obligatoire pour tous, des tentatives de concrétiser cette promesse républicaine d'égalité. Et de l'autre, la violence inouïe de la Première Guerre mondiale, une véritable boucherie qui laissera des cicatrices profondes sur tout le pays. La Seconde Guerre mondiale, c'est sans doute la période la plus sombre et la plus divisée de cette histoire. D'un côté, il y a Charles de Gaulle, qui, depuis Londres, refuse la défaite et incarne l'esprit de résistance. De l'autre, le maréchal Pétain, qui choisit la collaboration avec l'occupant nazi. C'est une fracture terrible qui va marquer la mémoire nationale pendant très très longtemps. Après la guerre, il faut tout reconstruire. C'est le début d'une nouvelle ère. Une ère marquée par la fin de l'empire colonial, par la construction européenne et par l'affirmation d'une France qui devient de plus en plus multiculturelle. Cette période est fascinante parce qu'elle révèle deux mouvements qui ont l'air contradictoires mais qui se passent en même temps. D'un côté, la France renonce à son empire colonial, souvent dans la douleur, comme avec la guerre d'Algérie. De l'autre, elle s'engage à fond dans un projet complètement nouveau, la construction européenne. En parallèle, les institutions se stabilisent avec la Ve République de Gaulle, qui est toujours notre système politique, et la société évolue en profondeur comme le montre la loi sur l'avortement portée par Simone Veil. Mais l'histoire de France n'est pas que des rois et des batailles. Son récit moderne est inséparable de ceux qui l'ont choisi. De la science avec la polonaise Marie Curie, à l'art avec le russe Chagall, du sport avec l'algérien Alain Mimoun, à la chanson avec l'égyptienne Dalida, toutes ces personnalités venues d'ailleurs ont contribué à façonner la culture et l'identité française. C'est une part essentielle de son récit. Alors, après ce long voyage, la question reste ouverte. De l'ASCO à l'Union européenne, la France n'a cessé de se réinventer. Face aux défis d'aujourd'hui, quel sera le visage de la France de demain? Ça, c'est une histoire qui, aujourd'hui encore, continue de s'écrire. Merci d'avoir suivi cette analyse.